Si vous êtes d'accord, on va passer maintenant au BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Donc là, aujourd'hui, on va aborder uniquement le champ d'application, hein, de manière plus large, d'accord? Et on abordera au fur et à mesure dans les lives suivants, euh, on abordera au fur et à mesure les éléments un peu plus techniques, d'accord? Un peu plus précis. Donc, les bénéfices industriels et commerciaux. On avait vu déjà lors des lives précédents que dans les BIC, vous avez des BIC par nature, vous avez des BIC par détermination de la loi, vous avez des BIC par attraction, d'accord? Vous avez des BIC mixtes. Donc aujourd'hui, je vais insister sur certains éléments. Donc les BIC par nature, vous savez ce que c'est l'ensemble des activités de vente de marchandises, de prestation de services de nature commerciale, etc. Donc, de manière générale, c'est ce qu'on appelle les actes de commerce, achat pour revendre, d'accord? Ou la fabrication, etc. Vous avez également ce qu'on appelle des exemples de BIC par détermination de la loi. Est-ce que quelqu'un peut me donner un exemple de BIC par détermination de la loi? Ça veut dire un BIC que la loi considère comme étant un BIC, sans que ça le soit par nature. Activité accessoire. Alors, on m'avait dit activité accessoire. Activité accessoire à quoi? À Ah, la location d'un bien immobilier. si par exemple notre activité principale, c'est, je sais pas, la revente de confiture et que on développe une activité agricole à côté, la loi nous autorise à considérer ces deux activités comme des BIC. Parce Alors qu'elles ça, c'est pas un BIC par détermination de la loi, c'est ce qu'on appelle le BIC par attraction. C'est différent. Les constructions d'immeubles, il me semble, non? Voilà. Les activités immobilières, les constructions d'immeubles. Alors, la construction en elle-même, hein, d'accord? Par exemple, la construction d'immeubles ou la location meublée, d'accord? Donc, les activités de promotion immobilière, les activités d'extraction, par exemple, vous faites de l'extraction minière, c'est considéré comme ici par détermination de la loi, d'accord? La location meublée aussi, par exemple. OK? Donc, il y a également, du coup, on va revenir sur ce que votre camarade disait, ce qu'on appelle le BIC par attraction. Le BIC par attraction, c'est un BIC prévu à l'article 155 grand 1 du Code général des impôts et qui prévoit quoi? prévoient justement que si on a une activité principale qui nous fait dériver sur notre activité, bah, qu'on peut l'imposer dans le domaine des BIC. Une activité principale qui vous fait dériver, ça veut dire quoi? Alors là, il faut que vous soyez beaucoup plus précis. Si notre activité principale, par exemple, c'est, comme j'ai dit, bah, la vente de confiture à la base, Oui. et qu'elle nous génère 70 000 euros, si on s'est mis dans notre petit potager à vendre quelques pots avec les fraises du jardin, et ben, au lieu d'être imposé dans les BA, on pourra les mettre aussi au BIC. D'accord. Donc, si Excusez-moi. vous vendez des pots de confiture, du coup, quelle est votre activité principale? Bah, du coup, c'est la vente de pots de confiture, de par déjà mon chiffre d'affaires et D'accord. Moi, Ok. Excusez-moi. si j'ai bien compris, si l'activité principale est un BIC et que l'activité accessoire est un BA, automatiquement, le BA. Mais il faut pas que ça soit que la seconde activité, elle soit juste à 5% de la première activité. Non, non, là, vous confondez deux choses différentes. Les 5%, c'est ce qu'on appelle la tolérance de 5% pour les activités qui ne font pas partie d'une exploitation. C'est autre Ok, chose. exact. Ok, D'accord? merci. Là, on est dans l'activité BIC par attraction. BIC par attraction, ça veut dire quoi? Ça veut dire que une même personne exerce une activité euh, principale commerciale, donc en BIC, soit en vente de marchandises, soit en prestation de services, et qu'en plus de cela, cette personne a une activité accessoire qui relève soit des BNC, soit des BIC. D'accord? Donc, activité principale en BIC,
plus une activité accessoire en BNC ou BA. Okay. Donc, si ce caractère accessoire est compris et qu'il est validé par l'administration, alors le contribuable va soumettre ces deux activités. Donc, l'activité BIC va attirer l'activité BNC ou l'activité BA. D'accord? Donc, le caractère accessoire signifie que l'activité BNC ou BA doit être dans le prolongement logique de l'activité principale BIC. D'accord? C'est par exemple, vous cultivez des fraises et vous vendez les produits de votre culture dans des pots, comme disait votre camarade. D'accord? Ou par exemple, une personne qui élève du bétail et qui décide à un moment donné d'ouvrir une boucherie dans laquelle il va vendre la viande issue de son bétail. D'accord? Donc, il y a un prolongement. La jurisprudence utilise le terme de prolongement, d'accord? Un prolongement logique. Maintenant, si vous vendez, je ne sais pas, vous avez une activité de vente de piment et que par ailleurs vous avez une activité civile de réparation de montres, ça n'a rien à voir. D'accord? Donc, il faut vraiment qu'il y ait un lien logique, un lien étroit entre les deux. C'est le critère même que les juges ont utilisé, le lien étroit. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est la prépondérance de l'activité BIC. C'est-à-dire que ce qu'on va regarder, c'est est-ce que l'activité BIC est prépondérante, c'est-à-dire est-ce que le chiffre d'affaires de l'activité BIC est plus importante. Si c'est le cas, alors l'activité BIC pourra attirer l'activité BNC ou BA. D'accord? Et la jurisprudence considère que l'activité qui a débuté en premier ou en second n'a pas d'importance. D'accord? Ce qui compte, c'est la comparaison des chiffres d'affaires. OK? Et une fois que ces deux conditions sont remplies, le régime du BIC par attraction, il s'applique de manière optionnelle ou de manière obligatoire? Obligatoire, non? Il s'applique de manière obligatoire. C'est-à-dire que le contribuable doit soumettre l'ensemble de ses activités à la catégorie des BIC. D'accord? Donc, l'activité BIC sera alors soumise au régime micro, avec son taux de 71%, s'il s'agit de la vente de marchandises. Et l'activité, du coup, accessoire, sera également soumise au taux de l'activité, donc au taux des prestations de services de 50%. D'accord? Donc, on a vu le BIC par nature, on a vu le BIC par détermination de la loi, on a vu le BIC par attraction. OK? Il y a une autre catégorie. Avant d'arriver à cette autre catégorie, j'ai une question à vous poser. Est-ce que, imaginons, dans un couple, on a monsieur qui, comme je vous ai dit tout à l'heure, on reprend notre exemple, monsieur qui vend, qui élève du bétail, donc activité agricole, et madame tient une boucherie dans laquelle elle utilise le, le bétail comme matière première dans sa boucherie. D'accord? Est-ce que le BIC par attraction peut s'appliquer en sachant que monsieur et madame sont mariés? Oui. Alors oui, pourquoi? Ou sinon non, pourquoi? Ça dépend du régime matrimonial, non? Non. Ok. Oui, Lorsque je parce vous ai qu'il y parlé a... du BIC par attraction, j'ai utilisé un mot clé qui peut vous orienter, mais j'espère que vous avez été très attentif parce que c'est ce mot-clé-là qui donne la réponse en fait. La Alors, prépondérance. Julien dit non, mais je veux savoir pourquoi. Donc, J'aurais dit ma non parce question que le était chiffre la d'affaires, suivante. le Nous avons chiffre un d'affaires, couple marié, d'accord? Monsieur élève du bétail, d'accord? Et donc activité BA. Et madame euh, a une activité BIC, elle a une boucherie dans laquelle elle utilise le bétail de monsieur comme matière première, donc elle vend la viande qui est issue du bétail. La question c'est, est-ce que ces deux activités peuvent rentrer dans le cadre du BIC par attraction? Oui, Si parce que oui, c'est une pourquoi? Sinon, prolongation pourquoi? logique. C'est une prolongation logique. Alors oui, mais non. Il vous manque l'élément le plus important, l'élément Alors, principal. monsieur, Non, vous parce avez que... dit que Alors, pas l'activité tous doit à la être... fois. Levez la main, ou alors pas tous à la fois, parce que sinon on va pas s'entendre. Alors, qui est qui avait pris la parole? Oui, monsieur, Oui, allez-y. je crois dans votre explication, vous avez dit que lorsque l'activité est exercée par la même personne,
Voilà, Là, ici, l'exemple que vous avez donné, ce n'est pas la même personne. exactement, c'est ça le critère fondamental. C'est le même exploitant qui effectue les deux activités. D'accord? C'est ça le critère fondamental qu'il ne faut jamais oublier. Pourquoi je vous pose la question? Parce que c'est une question que c'est un type de cas pratique que je pose assez souvent en examen ou en exercice. Et c'est, on va dire, dans 99% des cas, il y a des erreurs parce que vous oubliez cet élément-là, qui est que c'est la même personne qui effectue deux activités. D'accord? Donc, si c'est un couple, ça ne marche pas. D'accord? Parce que si c'est un couple, on va supposer que le bétail de monsieur va être vendu à madame. D'accord? Elle ne va pas l'avoir gratuitement. Ça sera vendu. Donc, du coup, Déjà un acte ça sera commercial. considéré comme une activité, comme une autre exploitation. OK? Ok, merci. Alors, donc, on a vu le BIC par attraction. Maintenant, on va voir une autre forme de BIC. Cette fois-ci, c'est le BIC mixte. D'accord? Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est que le BIC mixte? Le BIC mixte, et en réalité, il n'est pas très compliqué. C'est la même personne qui effectue une activité de vente de marchandises et de prestation de services. D'accord? Alors que dans le BIC par attraction, on était sur deux catégories différentes, BIC plus BA ou BIC plus BNC. Là, il s'agit d'une seule et même catégorie. D'accord? Alors, vous aviez une question, je vous écoute. Non, j'allais demander s'il y avait une question de seuil aussi pour l'application du régime, mais du coup, non. Si, il y a une question de seuil. Ok, il On faut. va y arriver. Ok. Donc, pour que, du coup, le BIC mixte, c'est la situation dans laquelle une même personne exerce, du coup, une activité BIC vente de marchandises et une activité BIC prestation de services. Donc, la question, c'est de savoir comment on impose, d'accord? Comment on va imposer ces deux activités, étant donné que l'imposition nécessite de respecter les plafonds, puisque pour la vente de marchandises, on sait que en dessous de 188 700, on est en micro, d'accord? Et pour les prestations de services, on sait qu'en dessous de 77 700, on est en micro. Donc, pour pouvoir bénéficier du régime des BIC mixtes, d'accord? Alors, il faut respecter deux conditions. Et ce sont les conditions qui ont été indiquées tout de suite par Mélanie. D'accord? Donc, je vous en ai parlé déjà un petit peu dans le live précédent, mais ces distinctions-là, c'est très important de les maîtriser, hein, parce qu'en les maîtrisant, vous allez faire, en fait, on est en train de faire toutes les situations les plus plausibles en termes de BIC. Et si vous les maîtrisez, bah, ça y est, vous avez déjà fait la moitié du travail. D'accord? Parce que tout ce qui concernera le micro, ça sera géré. Donc, première condition, ça sera que, bien entendu, la somme des chiffres d'affaires des deux activités, vente de marchandises plus prestation de services, ne dépasse pas le seuil de 188 700 euros. D'accord? Donc, ça, c'est la première condition. Est-ce que vous avez un exemple d'activité du régime BIC mixte? BIC mixte, oui, bah, il n'y a pas vraiment de. Là, il n'y a pas de condition d'accessoires ou autre, hein. Là, ça peut être n'importe quoi. C'est-à-dire que vente de marchandises ou prestation de service, vous faites de la réparation de chaussures, ou vous faites de la promotion immobilière, vous vendez des biens immobiliers. D'accord? Là, vous serez considéré comme quelqu'un qui fait de la prestation de service, mais commercial. D'accord? Ok. Voilà. Mais si vous faites une activité, en fait, si vous faites le critère pour bien distinguer l'activité de prestation de service de nature commerciale ou l'activité de prestation de service de nature civile, c'est le caractère civil. C'est-à-dire que, par exemple, une activité qui va avoir, dans lequel l'élément intellectuel est prépondérant, sera considéré comme du BNC, donc civil. D'accord? Un avocat, un expert comptable, un notaire, ça relèvera du civil, donc du BNC. D'accord? Mais si vous faites une prestation de service dans laquelle il y a, par exemple, du manuel ou une activité artisanale, dans ce cas, on sera en BIC. OK? Mais c'est vrai que
c'est pas évident pour les étudiants souvent de bien distinguer ces deux éléments parce que confondent un petit peu prestation de service de nature civile ou de nature commerciale. D'accord? Donc, première condition, on a dit, pour pouvoir bénéficier du micro, c'est que le chiffre d'affaires des deux activités ne dépasse pas le seuil de vente de marchandises. D'accord? Qui est de 188 700, c'est ça, monsieur? Oui. Merci. D'accord? Ça, c'est la première condition. Et la deuxième condition, c'est que l'activité de prestation de service ne dépasse pas son propre seuil. Qui est de 77 700. Hors taxe, bien sûr. Exactement. L'ORSI a donné la bonne réponse. OK? Donc, si ces conditions sont remplies, ce sont des conditions cumulatives, bien sûr, les activités seront toutes les deux soumises au régime micro. D'accord? Mais en les soumettant au micro, chacun sera imposé à son propre taux. D'accord? L'activité de vente de marchandises sera imposée au taux de 71% et l'activité de prestation de service sera imposée au taux de 50% pour obtenir le BIC net. OK? Donc, si une des deux conditions n'est pas remplie, alors du coup, on bascule en régime réel. OK? Parce que ces deux conditions sont cumulatives. Donc, en voyant ça, vous avez fait le tour de globalement ce qu'il faut retenir sur les BIC. BIC par nature, par détermination de la loi, BIC par attraction et BIC mixte. D'accord? La dernière chose à retenir, c'est la distinction BIC pro et BIC non pro. D'accord? BIC professionnel et BIC non professionnel. Ça, c'est typiquement le genre de question, on va dire, classique dans un examen, c'est-à-dire qu'on vous donne une petite situation et on vous dit, voilà, cette activité, elle relève de quel type de BIC. Donc, vous regardez. Si c'est une profession libérale, par exemple, vous savez que la personne est impliquée personnellement de manière continue dans l'activité, donc un avocat, un expert comptable, etc., sont des professions libérales. Et du coup, dans ce cas, ce sera un BIC pro par nature. Si la personne en question a une activité salariée par ailleurs, alors elle n'est pas impliquée personnellement, continuellement, dans cette activité de BIC Pro. Donc, ça sera du coup un BIC non professionnel. Donc, les conditions, du coup, on en avait parlé déjà un petit peu, les conditions pour savoir si on est en BIC professionnel ou non professionnel, d'accord? Dans le cas d'une location meublée, par exemple, qui est l'exemple le plus courant et le plus, et le plus qui se répète le plus dans les examens, dans les exercices, c'est la situation de la location meublée. D'accord? Vous êtes une personne qui est propriétaire d'un bien, vous le mettez en location en meublé à usage d'habitation. Est-ce que les loyers que vous percevez sont des loyers qui relèvent des meublés professionnels ou des meublés non professionnels? Voilà, ça c'est un exemple typique, classique, vu et revu qu'il faut maîtriser. Non, jusqu'à 23 300, non? Exactement, c'est exactement ça. Donc, première condition, c'est que les revenus, donc déjà je mets condition LMP, location meublée professionnelle, c'est que les revenus doivent être, donc les loyers, hein, d'accord, doivent être supérieurs à 23 000 euros. C'est la première condition. Deuxième condition, et la deuxième condition, les revenus doivent être supérieurs. Supérieurs à quoi? À la somme des revenus d'activité, non? Exactement. Des revenus d'activité de quoi, de qui? Du foyer fiscal? Foyer fiscal. D'accord. Là, je vais vous mettre en garde, encore une fois, sur un point qui est un point de piège assez classique, c'est de bien faire attention à cette phrase. La somme des revenus d'activité du foyer fiscal. Les mots importants ici, c'est quoi? C'est déjà foyer fiscal. Ça veut dire qu'on va faire la somme des revenus de l'ensemble des autres personnes du foyer. Mais surtout, le mot le plus important,
c'est activité. Ça veut dire que, assez classiquement, la manière de vous piéger, ce serait, dans un cas pratique, de vous donner voilà, le montant des loyers euh, du, de monsieur ou madame, et ensuite de vous mettre plein d'autres revenus pour voir si vous êtes en capacité de comparer. Mais sauf que vous devez bien regarder quels sont les revenus d'activité. D'accord? Est-ce que les revenus fonciers, c'est un revenu d'activité? Non. D'accord? C'est le revenu d'activité, c'est le revenu qu'on obtient en ayant fait un travail euh, concrètement. D'accord? Donc, c'est le salaire, euh, de manière générale, c'est le BIC ou le BNC ou le BA. Mais les revenus fonciers, ce n'est pas un revenu d'activité. D'accord? C'est un revenu sur le capital. Les RCM, ce n'est pas un revenu d'activité. Donc, il faudra bien trier et laisser de côté les autres revenus qui ne sont pas des revenus d'activité. D'accord? Donc, LMP, oui, c'est ça, exactement. LMP, c'est la location meublée professionnelle et LMNP, c'est la location meublée non professionnelle. Donc, lorsqu'une personne fait une location meublée et qu'elle reçoit des loyers, ces loyers vont être imposés dans la catégorie des BIC. D'accord? Ça, c'est le principe. Maintenant, la loi fait une distinction entre, d'une part, la location meublée professionnelle et la location meublée non professionnelle. Et pour pouvoir être considéré comme location meublée professionnelle, il faut déjà remplir ces deux conditions-là. C'est-à-dire que les loyers doivent être supérieurs à 23 000 et les revenus issus de ces loyers doivent être supérieurs aux autres revenus d'activité du foyer fiscal. OK? Alors, oui, Grâce avait une question. Vous avez levé la main. Oui, monsieur, excusez-moi, je voulais savoir si c'est deux conditions cumulatives ou subsidiaires, comme cumulatives. Cumulative. Très bien, d'accord. D'accord? Condition cumulative. Il y avait une troisième condition, mais qui a été censurée par le Conseil constitutionnel en 2018, donc qui ne s'applique plus. Donc, je ne vous en parle pas. Comme ça, ça n'aurez pas à vous en soucier. Mauriel, je vous écoute. Vous avez une question? Disons que c'est une année comme ça, les autres revenus exceptionnellement dépassent le loyer, les revenus du loyer. Est-ce que pour cette année-là, ce sera non professionnel ou on peut garder sur le même revenu, Non, sur non. les mêmes? Non, non. C'est-à-dire que les conditions, vu qu'elles sont cumulatives, si vous ne remplissez pas les conditions, vous ne relevez pas du LMP. Ce ne sera pas considéré comme une location meublée professionnelle. Ça sera donc considéré comme une location meublée non professionnelle. D'accord? Donc là, il n'y Et a pour pas de. pour pour l'année la- qui suit, on reprend sur la location meublée professionnelle. Non, pour l'année, pas pour l'année qui suit, c'est année après année. C'est-à-dire que cette année-là, en 2025, donc l'année fiscale 2025, vous regardez l'intégralité des revenus d'activité et vous regardez les revenus issus du loyer. Première condition, est-ce que les loyers dépassent 23 000? Oui ou non? Si ça ne dépasse pas 23 000, bah déjà, vous savez qu'une des conditions n'est pas remplie, donc automatiquement, on est en LMNP, location meublée non professionnelle. Donc tout de suite, ce n'est pas sur l'année suivante. D'accord? Donc les deux conditions, il faut qu'elles soient remplies. S'il y en a une des deux qui manque, eh ben, dans ce cas, c'est plus possible. Merci, OK? monsieur. Alors, ensuite, donc, ça, il est important vraiment de comprendre ça. Maintenant une fois que vous avez validé ça, vous devez maintenant vous poser la question. Pourquoi on fait cette distinction? Cette distinction, en fait, elle n'a d'intérêt que si on se retrouve, euh, que si on se retrouve en réalité sur un déficit, pardon. D'accord? Si on se retrouve dans le cas d'un déficit, dans ce cas, il n'y a pas de problème. Là, enfin, il y a un avantage. D'accord? C'est-à-dire que le fait d'avoir une location euh, meublée professionnelle vous permet de déduire votre déficit sur le revenu global. Donc, l'assiette d'imputation est plus large parce que vous allez le déduire sur les autres revenus du foyer. Alors que si vous êtes en location meublée non professionnelle, dans ce cas, vous n'avez pas la possibilité de le déduire sur votre revenu global. Vous avez la possibilité de le déduire sur vos revenus catégoriels futurs. D'accord? C'est ce qu'on appelle tunneliser, c'est-à-dire le garder uniquement dans les revenus catégoriels des BIC futurs. OK? En fait, le seul avantage, il est là. Donc, concrètement, tant que vous faites des bénéfices,
tant que vous avez des loyers, que vous n'avez pas beaucoup de charges et que vous n'avez pas de gros travaux à faire, donc vous n'êtes pas en déficit, la distinction n'a pas d'intérêt. La distinction n'a d'intérêt que l'année ou les années où vous allez avoir des gros travaux à faire. D'accord? Dans ce cas, si vous savez que vous allez avoir dans 1 an ou 2 ans des gros travaux à faire, il faudra bien calculer et bien voir quel est le montant de vos travaux pour voir si ça va être suffisamment imputé sur votre revenu global ou pas. D'accord? Pour savoir si vous remplissez les conditions du LMP ou si vous ne remplissez pas les conditions du LMP. OK? Alors, on va passer maintenant à un autre point, un petit point particulier, toujours dans le cadre des bénéfices industriels et commerciaux. On va aborder la question du régime réel en réalité. D'accord? Là, on vient de voir les éléments en lien avec, les régimes micro, les spécificités en BIC. Et ensuite, de manière générale, lorsqu'on est en BIC, on peut aussi être en régime réel. Et l'intérêt du régime réel, c'est d'expliquer que, en réalité, quand on a une entreprise qu'on est exploitant, si vous êtes en option pour le régime réel ou si vous avez dépassé le plafond de 188 700 ou 77 700 et que vous êtes automatiquement du coup en régime réel, alors dans ce cas, vous avez plus de déclarations à faire, plus de paperasse à remplir, etc. Et donc, du coup, il faut comprendre les règles applicables quand on est en réel. D'accord? Donc, l'une des premières règles applicables, c'est de maîtriser cette notion de maîtrise du résultat comptable et maîtrise du résultat fiscal. Donc, la question du passage du résultat comptable au résultat fiscal est une notion, est un élément important. D'accord? Donc, moi, je ne vais pas revenir sur la partie comptabilité, parce que là, vous avez un cours de comptabilité qui vous expliquera comment déterminer le bilan. Moi, en tant que fiscaliste, j'interviens, du coup, après que le comptable ait déterminé le résultat comptable. D'accord? Donc, à la fin du bilan, vous avez le résultat comptable et ce résultat comptable-là va être repris en haut du compte de résultat. Le compte de résultat, c'est la partie de l'alias fiscal qui intéresse le fiscaliste ou la fiscaliste. Et donc, dans cette partie, l'objectif, c'est de déterminer les opérations qui sont traitées différemment par la comptabilité et la fiscalité. Donc, on va faire ce qu'on appelle des retraitements extra-comptables. D'accord? Assez traditionnellement, l'objectif de la comptabilité, c'est de représenter de manière fidèle la situation d'une entreprise à un instant T. D'accord? L'objectif de la fiscalité, c'est d'appliquer la loi fiscale, tout simplement. Et donc, dans cette application de la loi fiscale, parfois, il y a des situations qui dérogent à la logique comptable. D'accord? Par exemple, l'exemple assez classique, c'est qu'est-ce qu'on fait d'une charge qui aura été déduite en comptabilité, d'accord? Et qui n'est pas Et qui doit être déduite en comptabilité, hein, d'accord? Mais qui ne serait pas fiscalement déductible. on doit la réintégrer. Voilà, on doit la réintégrer parce qu'il y a une divergence entre la comptabilité, entre le droit comptable et le droit fiscal. Exemple, la provision. Voilà, d'accord? Si une provision a été déduite et que la provision, par exemple, n'a pas d'objet, n'a pas lieu d'être, ou qu'elle porte sur une charge qui elle-même n'est pas déductible, alors il faudra réintégrer la provision. Par exemple, vous avez une provision dont l'objectif, vous provisionnez pour l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu. C'est une charge elle-même non déductible, puisque c'est une charge qui a un caractère personnel, d'accord, pour l'entreprise, pour l'exploitant. Donc cette provision-là, il faudra la réintégrer. Mais on est obligé de faire cette double opération, dans un premier temps, de l'inscrire en comptabilité, et dans un second temps, de le réintégrer extra-comptablement. Donc extra-comptablement signifie du coup en dehors de la comptabilité, vu que la réintégration est faite au niveau du compte de résultat. D'accord? Donc je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, hein, à regarder un petit peu les liasses fiscales, hein, pour voir un petit peu comment ça s'articule de manière classique. Mais voilà, la logique, c'est ça. D'accord? En comptabilité, on va faire la liste des produits et des charges. Pardon. On va déterminer du coup sur cette base un résultat comptable. Et ensuite, en fiscalité, sur le compte des résultats, on va faire des retraitements extra-comptables. On va réintégrer certaines sommes, on va déduire certaines sommes.
Si un produit a été enregistré, ça veut dire qu'il a été marqué en plus en comptabilité. Et s'il est parfaitement imposable, alors on ne va rien faire. D'accord? On va le laisser tel quel. Donc, ça veut dire qu'il y a adéquation entre la comptabilité et la fiscalité. Mais dès lors qu'il y a une inadéquation entre la comptabilité et la fiscalité, il faut faire quelque chose. D'accord? Lorsque vous avez une plus-value, par exemple, cette plus-value, elle est à court terme et que la loi nous dit, bah, cette plus-value à court terme, elle va être imposée de manière étalée, d'accord, sur 3 ans. D'accord? Ne vous inquiétez pas, on arrivera aux plus-values, je vous expliquerai en détail. En gros, la loi nous dit, cette plus-value-là, bah, elle est à court terme, vous allez pouvoir avoir la possibilité de l'imposer un tiers cette année, un tiers l'année suivante et un tiers l'année d'après. Donc un tiers en N, un tiers en N plus 1 et un tiers de la plus-value en N plus 2. Donc vous, en tant que comptable, bah, la première chose que vous faites, c'est que votre plus-value, bah, elle doit forcément faire partie de votre bilan. D'accord? Donc vous devez la mentionner en totalité dans votre bilan. D'accord? Donc vous aurez, par exemple, si la plus-value est de 99 euros, vous devez, dans votre bilan, avoir un produit de 99 euros. Sauf que la loi fiscale nous dit, oui, mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'on ait seulement un tiers en N. Un tiers cette année. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour garder un tiers, eh ben, on va déduire extra-comptablement combien? 2 tiers? On va déduire 2 tiers, exactement. On va déduire 66% du montant, donc les 2 tiers de cette plus-value. Donc, on va déduire 66 euros. D'accord? Et donc, en comptabilité, on a plus 99. En fiscalité, on a moins 66. Ce qui fait que par le jeu des écritures comptables, on se retrouve de facto avec 33 euros imposables. D'accord? Et l'année suivante, on va réintégrer 33 euros aussi. Et l'année d'après, on va réintégrer 33 euros aussi. En fait, c'est une logique qui est Vraiment, très monsieur, simple. vous pouvez vous expliquer, s'il vous plaît? D'accord? Oui, je peux vous réexpliquer. Donc, Merci. l'idée du passage du résultat comptable au résultat fiscal, c'est vraiment de maîtriser le traitement des différentes opérations. L'objectif de la comptabilité, c'est véritablement la neutralité en réalité. C'est-à-dire, on ne se pose pas la question de savoir si une opération doit être déductible ou pas. Non, on enregistre mécaniquement, presque bêtement, toutes les opérations. En gros, il faut que si une opération fait entrer de l'argent, ça doit se voir quelque part. Si ça fait sortir de l'argent, ça doit se voir quelque part. D'accord? C'est ça l'objectif de la comptabilité. Et du coup, qu'on fasse cette balance-là à la fin de l'année. On obtient ainsi notre bénéfice comptable. Ce bénéfice comptable, il répond à des règles de comptabilité, d'accord? À des règles de fiabilité, à des règles de principe de prudence, etc. Ensuite, ce bénéfice comptable-là va être transféré au fiscaliste qui, lui, ne va pas se poser la question, les mêmes questions. Lui, il va se dire, OK, est-ce que l'ensemble des opérations qui ont été enregistrées en produit, est-ce que ces opérations sont bien imposables dans cet exercice-là? Si c'est le cas, bah, très bien, on n'y touche pas. Si ces opérations ne sont pas imposables ou qu'elles doivent être imposées différemment, alors dans ce cas, il faut modifier ces sommes-là. Il faut faire donc ce qu'on appelle des retraitements, des corrections extra-comptables. OK? Pareil pour les charges. Les charges qui ont été enregistrées en comptabilité. D'accord? Donc, si on dit enregistré en comptabilité, ça veut dire que l'opération, si c'est un produit, ça a déjà été ajouté. Et si c'est une charge, ça a déjà été déduit. Donc, votre bénéfice comptable tient compte déjà du fait que ces opérations ont été ajoutées ou déduites. Ça, c'est très important. Donc, vous ne devez pas faire une deuxième écriture. D'accord? Votre écriture sera simplement de valider ou de ne pas valider cette opération comptable. Donc, vous avez votre bénéfice comptable. Ensuite, vous faites la même chose pour les charges. Est-ce que cette charge-là, elle est effectivement déductible? Si elle est effectivement déductible, bah, vu qu'elle a déjà été déduite en comptabilité, j'ai rien à faire. D'accord? Mais si par contre, elle n'est pas déductible et que le comptable l'a fait cette déduction, parce que le comptable, il n'a pas le choix, il doit la déduire, d'accord, pour équilibrer les comptes. Du coup, moi, en tant que fiscaliste, sur le compte de résultat, je dois faire cette correction. Je vous donne un exemple concret. Le dirigeant de l'entreprise euh, va négocier des contrats à l'étranger. Il décide de soudoyer des parlementaires ou des chefs d'État. Et du coup, il décide, et grâce à ça, il obtient quand même le marché qu'il souhaite obtenir. Donc, en soi, on peut dire que voilà, c'est une somme qui a été dépensée par l'entreprise
Mais c'est une somme qui, oui, a eu un intérêt pour l'entreprise parce que ça permet d'obtenir un marché, un contrat. Mais sauf que la loi fiscale et la jurisprudence dit que les pots de vin ne sont pas déductibles fiscalement. Donc, comptablement, cette somme-là, à un moment donné, ça a été sorti de la caisse, de la trésorerie de l'entreprise. Donc, cette sortie-là, il faut la marquer. Donc, on va déduire cette somme-là au niveau de la comptabilité. Mais fiscalement, la loi dit, ben non, cette somme-là, elle ne doit pas être déduite. Donc, il faudra la réintégrer extra-comptablement en fiscalité. OK? Si vous avez une plus-value à long terme, par exemple, c'est une forme de plus-value pour laquelle la loi prévoit une imposition réduite si vous avez détenu le bien plus de 2 ans, donc sur une certaine durée. Donc la loi dit, si vous remplissez les conditions des plus-values à long terme, alors la plus-value elle-même ne sera pas imposée dans le résultat comptable, elle ne sera pas imposée dans le résultat de droit commun, elle sera imposée à part, à un taux réduit. Donc pour pouvoir l'imposer à part à un taux réduit, en sachant que cette plus-value a été déjà comptabilisée en tant que produit, là encore, il faut la déduire au niveau du résultat fiscal, d'accord, au niveau du compte de résultat. Et en la déduisant, vous la sortez du résultat de droit commun pour ensuite la déclarer à part sur une autre liasse pour qu'elle soit imposée un taux réduit. D'accord? Si vous avez une plus-value à court terme, par exemple, la loi nous dit, OK, normalement, une plus-value à court terme, vous avez deux choix. Soit vous l'imposez, vous ne faites rien, et dans ce cas, la plus-value à court terme a déjà été enregistrée en produit dans la comptabilité. Donc, vous ne faites rien. La totalité du coup de la plus-value sera imposée dans le résultat. Dans ce cas, au niveau du compte de résultat, ben, vous n'avez rien à faire. Vous n'y touchez pas. Comme ça, elle est totalement imposée. Mais la loi dit aussi, donc l'article 39 quater des sièges du Code général des impôts, qui dit, bah, vous avez la possibilité, si vous êtes une société IR ou un exploitant IR, d'étaler cette plus-value, de ne pas imposer toute la plus-value la même année, mais d'en imposer seulement un tiers la première année, un tiers la deuxième année et un tiers la troisième année. D'accord? Comptablement, on ne change rien. On a notre plus-value à court terme, elle est de 99 euros. Donc la totalité de la plus-value, il faut qu'elle soit mentionnée en comptabilité. Sinon, la comptabilité sera déséquilibrée. On est d'accord? Sauf que maintenant, mon objectif, c'est de respecter, c'est d'appliquer la loi fiscale. Donc la loi fiscale nous dit, bah, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est faire en sorte qu'il ne reste qu'un tiers de la plus-value dans le résultat de droit commun pour que seulement un tiers soit imposé en N. Donc, si j'ai 99 euros dans le bilan comptable et que mon objectif est de faire en sorte qu'il ne reste que un tiers, c'est-à-dire 33 euros en fin de compte dans l'année, l'opération de retraitement, de correction que je dois faire, c'est de retirer fiscalement 2 tiers. Donc, je retire 66 euros. OK? Donc, vous avez, comme ça, plein de petites opérations qui pourront faire l'objet de retraitement extra-comptable. D'accord? Pour passer du coup de résultat comptable au résultat fiscal. Excusez-moi, monsieur. Du coup, Oui, ça veut dire que la plus-value à court terme, on doit l'étaler sur 3 ans ou bien on, réin- on déduit 2 tiers dans l'année N et on réintègre le tiers restant en N+1. c'est ça. La première année, vous déduisez 2 tiers, comme ça, il reste un tiers. Et en N+1, vous réintégrez un tiers. Et en N+2, vous réintégrez un tiers. Comme ça, elle est. D'accord. Donc, en vérité, c'est 3 ans alors. Oui, c'est sur 3 ans. Ok. L'étalement, c'est sur 3 ans. D'accord? Cet étalement, c'est sur 3 ans. Mais ne vous inquiétez pas, on abordera ces questions-là. Là, simplement, c'était pour vous expliquer la logique du passage du résultat comptable au résultat fiscal. On abordera en détail le traitement des différentes plus-values. Donc là, vous inquiétez pas, il y aura pas de souci à ce niveau-là. Alors, donc maintenant qu'on a vu le fonctionnement du passage du résultat comptable au résultat fiscal, on va essayer d'aborder des petites notions, d'accord, à travers des petites questions, un petit quiz qu'on va faire ensemble. Donc, première question, la détermination du résultat imposable sert à calculer l'impôt dû par le contribuable, personne physique ou personne morale. On Alors, on parle, j'attends vos réponses. on parle de résultats, donc on parle de personnes morales. Alors, est-ce que vous êtes sûr de ça? Moi, je dirais personne physique parce qu'on est au BIC, on est en train d'imposer à une personne physique.
Alors, on verra que les règles qui s'appliquent au BIC s'appliquent aussi en réalité aux personnes Aux morales à personnes, l'IS. ouais, D'accord? les Ah, il y sociétés. aura des petites subtilités, mais globalement, c'est la même méthode. Oui, mais c'est vrai, j'aurais dit. Alors, il y en a qui me disent que c'est vrai, il y en a qui me disent que c'est pas vrai. Alors, C'est-à-dire que c'est pas un problème de personne morale ou physique, là. vous me dites que les personnes morales, votre premier raisonnement, c'est de dire que comme on parle de résultats, alors on parle forcément de personnes morales. Est-ce que vous êtes sûr de ça? Non, les personnes physiques génèrent aussi du résultat. Oui, c'est vrai. Un En- résultat, c'est une il sort de l'activité entre les produits et les charges, et c'est un résultat, même pour les personnes physiques. Voilà, dans quelle catégorie? Des BNC, pourquoi pas? Voilà, BNC, BIC, BA. Ils Oui. déterminent tous des Oui. résultats. Donc, D'accord? moi, je répondrai oui à cette question, et le résultat imposable sera calculé l'impôt dû par le contribuable. On va regarder ça. Oui, le calcul donc de l'IR ou de l'IS, vous voyez. L'objectif, bien entendu, on parle de résultat imposable, donc je n'ai pas spécifié. Donc, ça veut dire que ça peut être l'IR ou l'IS. Ça nécessite du coup la détermination d'une base imposable, c'est donc le résultat fiscal. D'accord? Donc, ne pas oublier que lorsqu'on parle de résultat, on peut parler des entreprises. En fait, lorsqu'on parle de résultat, on parle des entreprises. Mais les entreprises, elles peuvent être à l'IR ou elles peuvent être à l'IS. D'accord? Un exploitant individuel, c'est une entreprise. C'est aussi une personne physique. D'accord? Mais il est imposé en tant que enfin, son entreprise va faire la déclaration, mais ce sera lui qui sera imposé. Okay. Deuxième question, en pratique, le résultat imposable est déterminé à partir du résultat comptable qu'il convient de corriger pour tenir compte des spécificités de la réglementation fiscale. La 2, elle est Oui, vraie. vrai. OK. Donc, c'est ce qu'on vient de voir là, hein, tout de suite, de toute façon. Oui. C'est correct, le résultat fiscal est calculé à partir du résultat comptable. D'accord? Le résultat comptable, vous l'avez à la fin du bilan et au début du compte des résultats, vous avez ce même résultat comptable qui fera l'objet de retraitements, de modifications. Troisième question. Monsieur Coipel exploite une pâtisserie et les propriétaires du local dans lequel il exerce son activité. Ce local est nécessaire à l'exploitation. La question qui est posée est est-ce que ce local doit être inscrit à l'actif de son patrimoine professionnel? En sachant que en BIC, le patrimoine professionnel et le patrimoine de l'exploitant est confondu, oui. Mais s'il exerce avec une personne morale, non. Donc là, alors, attendez, là, il ne faut pas mélanger. On ne parle pas Moi, d'une personne morale ici. Là, c'est une personne physique. Oui, oui, mais si du coup, s'il est en personne physique, oui, parce que le patrimoine de l'exploitant et de son activité est confondu. moi, je dirais non, il n'est pas nécessairement inscrit à l'actif de la pâtisserie. Il peut être, par exemple, détenu par une SCI, la sienne. Mais là, on dit bien que c'est Alors lui. déjà, vous êtes tous en train de faire une erreur courante qui est de créer des situations qu'on ne vous demande pas de créer. Il ne Alors, faut je pas dirais envisager des hypothèses. Restez dans les cadres du cas. oui, Donc, et ça, c'est valable même en examen, hein. Le oui. meilleur moyen de faire un hors-sujet, c'est de commencer à émettre des hypothèses. S'il est en SCI ou s'il est avec une société, non. Restez simplement dans les cadres. Si on vous dit Monsieur Coappel, ça veut dire qu'il n'est pas dans le cadre d'une SCI ou quoi que c'est une personne physique qui fait une exploitation d'une pâtisserie. Donc, vous devez qualifier l'exploitation de pâtisserie. Qualifier le fait de Monsieur Coppel, du coup, c'est un particulier qui exploite une pâtisserie, c'est-à-dire une activité qui est effectuée individuellement, d'accord, en BIC. Il est propriétaire du local, donc il est propriétaire personnel du local. Mais c'est un local dans lequel il exerce son activité professionnelle. Donc on a, du coup, un bien qui fait partie de son patrimoine privé, d'accord, qui est utilisé dans le cadre de son exercice professionnel, de l'exercice de son activité professionnelle. OK? Ce bien, est-ce qu'il doit rester dans le privé ou est-ce qu'il doit être inscrit à l'actif du patrimoine professionnel pour être considéré comme professionnel? Bah là, il doit être inscrit, vu qu'il Je pense qu'il a, l'utilise pour son activité. je pense qu'il a le choix. Alors, pourquoi il a le choix? En fait, c'est un arbitrage qu'il doit faire. S'il est
S'il est plus intéressant d'inscrire à l'actif, c'est-à-dire ou pas, je pense qu'il a le choix. Je ne sais pas plus. Alors, l'élément à prendre en compte ici, c'est le terme doit. D'accord? Il n'est Hmm. pas obligé. En réalité, comme disait votre camarade, il a le choix. Ici, il y a un principe qu'on appelle le principe de liberté d'affectation comptable. C'est-à-dire qu'une personne a le choix de décider si un bien va être inscrit à l'actif de son patrimoine professionnel ou s'il va le garder dans son patrimoine privé. D'accord? Maintenant, il y a des exceptions. Il y a des biens qui sont par nature considérés comme relevant du patrimoine professionnel. Par exemple, un fonds de commerce. Vous ne pouvez pas l'utiliser autrement que via une activité professionnelle. Un brevet. Un brevet, il faut que vous l'exploitiez commercialement. On ne peut pas le garder pour vous. D'accord? En tout cas, vous allez devoir l'utiliser et le commercialiser. Et du coup, il y a des biens qui sont par nature affectés à l'exploitation professionnelle. Que vous l'inscriviez ou pas, il sera considéré comme tel. Ça, c'est important. Et en dehors de ça, le principe de la liberté d'affectation comptable est le principe qui vaut depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, depuis 2012, qui a mis fin au principe de la théorie du bilan. Et donc maintenant, une personne peut choisir d'affecter un bien personnel à son activité professionnelle ou alors de le garder dans son patrimoine privé. Et du coup, si je le garde, enfin si M. Coipel le garde dans son patrimoine privé, ça signifie que l'entreprise de M. Coipel va verser des loyers à M. Coipel, en tant que particulier. D'accord? Donc en fait, il se loue à lui-même un patrimoine. D'accord? Donc, ça veut dire que l'entreprise, M. Coipel particulier, va mettre en location le bien à M. Coipel exploitant. M. Coipel va donc verser, M. Coipel exploitant va verser à M. Coipel particulier des loyers. Et ces loyers seront imposés dans la catégorie des revenus fonciers. D'accord? Donc voilà, ça c'est une situation un petit peu particulière. Donc il faut bien comprendre ce principe de liberté d'affectation. OK? Autre question. Madame Leroux exploite un commerce de vêtements. Le stock de marchandises, même non inscrit à l'actif du bilan, fait partie du patrimoine professionnel. Du coup, Alors, c'est la même démarche que la question précédente. Elle a le choix, non? raisonnez Oui, bien. Là, c'est oui, il différent. fait partie. Oui, il fait partie parce que il est d'office. Il ne peut pas, le stock de marchandises ne peut pas être utilisé autre part que dans son commerce. Donc, il fait d'office partie de l'actif du bilan. On regarde la réponse. Correct. Certains biens sont considérés comme faisant partie du patrimoine professionnel, qu'ils soient ou non inscrits à l'actif du bilan. D'accord? Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce que votre camarade a compris. C'est bien cela. Le stock de marchandises, par essence, a vocation à être vendu, a vocation à faire partie du patrimoine professionnel. Donc, par exemple, les éléments incorporels du fonds de commerce ne peuvent pas être utilisés autrement que de manière professionnelle. Les brevets qui sont créés et exploités par l'entreprise, pareil. Les stocks, pareil. Les créances et les dettes commerciales, pareil. D'accord? Donc, ces éléments-là, il faut les apprendre, il faut les retenir. Ce sont les exemples les plus Excusez-moi, courants. monsieur. Je suis pas sûr d'avoir compris qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui a le choix de l'inscrire à l'actif ou pas. Bah, il n'y a pas de. En fait, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ce n'est pas un bien qui est considéré comme d'office faisant partie du patrimoine professionnel, c'est-à-dire les biens que je suis en train de souligner là, tout le reste peut être affecté par choix. Si vous D'accord, donc jouez, c'est déjà prédéfini. voilà. C'est-à-dire que si ça ne fait pas partie de ces éléments-là, Ok, ok. alors vous pouvez choisir de l'affecter ou de ne pas l'affecter. OK? Excusez-moi, monsieur. Oui. Si on revient au cas de monsieur Coppel, si le bien, s'il choisit de ne pas l'affecter à l'actif de son entreprise, donc il fait pas partie, il n'est pas gage des créanciers de l'entreprise. Non. Donc il reste, oui, d'accord, ok. D'accord? Voilà. Oui, C'est-à-dire que là, du coup, il y a une vraie dissociation qui est créée entre, d'une part, oui, le euh, patrimoine de, voilà, entre le patrimoine privé d'une part et le patrimoine professionnel d'autre part. oui, D'accord? ok, merci. Ensuite, Madame Lucas exploite une entreprise de nettoyage de locaux industriels. D'accord?
elle est propriétaire d'un appartement, l'appartement figure au bilan de son patrimoine professionnel, d'accord, donc elle l'a affecté, et cet appartement est loué non meublé à un étudiant, donc c'est loué nu. Les loyers qui sont perçus relèvent de la catégorie des revenus fonciers. C'est vrai ou c'est faux? Moi, je dirais c'est vrai. Alors expliquez pourquoi. Même si l'appartement figure au bilan, les revenus tirés de la location bah, sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers. D'accord. Alors pourquoi du coup? Parce que revenu foncier, ça voudrait dire que c'est dans le patrimoine Bah, privé. surtout, c'est une location non meublée. Alors oui, on est d'accord. C'est une location non meublée, donc par principe, ça serait du revenu foncier. Mais pourquoi ça serait du revenu foncier et pas du BIC, vu que c'est affecté, vu que Moi, je, l'appartement est moi, je affecté? dirais, Non. moi, je dirais non. C'est un revenu de l'entreprise confondu avec les autres revenus. Et Les on autres doit le prestations. réintégrer, même si... parce Moi, que... pour moi, excusez-moi, moi, pour moi, justement, la subtilité est là. C'est qu'on a vu les BIC par attraction. Et là, c'est pas dans le continu. Enfin, c'est pas dans le dénouement de Alors, l'activité là, on principale. n'est pas sur du BIC par attraction, hein. Ah, oui, Là, mais justement, pour moi, ça doit être dans les revenus fonciers parce que ça répond à aucun des critères du BIC. oui, mais en fait, ici, il n'y a pas deux activités, il y a une seule activité. Il y a une activité de nettoyage, mais l'autre, c'est simplement un bien qui est mis en location, ce n'est pas une activité. Bah, justement, alors, donc c'est du privé. Donc ça doit revenir au revenu foncier. Et comme la fille, elle disait, il faut faire une réintégration. Alors, on va voir la réponse. Donc, l'immeuble, ici, n'est pas lié à l'activité. Donc, ça, on le sait. D'accord? Les loyers sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers et ils doivent être déduits du résultat fiscal de l'exploitation de Madame Lucas. D'accord? Donc, vous aviez raison. Ok. Donc, vous voyez bien que parfois, il y a des situations où bah, il est propriétaire de l'appartement qui figure quand même au bilan de son patrimoine professionnel. Mais il faut faire attention. C'est-à-dire que le, la règle de l'affectation est que si vous affectez un bien, le bien doit être considéré comme étant dans le cadre de l'exploitation. Donc, vous pouvez décider de l'affecter, mais les loyers qui vont en tirer bah, peuvent être tout à fait des loyers qui ne rentreront pas dans la catégorie des BIC. D'accord? OK. Alors, ensuite, les prestataires de services relèvent de la catégorie des BNC. Alors ça, vous devez C'est pouvoir faux. répondre Non, à on a ça. vu que pas tous, pas forcément. Moi, je dis c'est faux. Alors, soyez très précisés. Moi, je veux une réponse complète. Bah, ça dépend de la prestation de service. Si s'il est médecin ou avocat, bah, ça serait BNC. Sinon, si c'était une prestation de nettoyage des locaux ou restauration, bah, ça sera BIC. Exactement. D'accord? Tout dépend de la prestation, en réalité. Est-ce que la prestation est de nature civile ou est-ce qu'elle est de nature commerciale? D'accord? C'est tout. Donc, les prestations de services, ça peut relever des BIC ou des BNC. Une activité de prestation de service est commerciale par nature lorsqu'elle relève des BIC et la prestation rendue, par exemple, par un CAC relève des BNC ou un avocat ou un expert comptable. D'accord? Donc, On ne dit pas, monsieur? il faut Pardon. jamais être, faut pas tomber dans le panneau hein, quand vous entendez prestation de service. D'accord? Il faut d'abord bien regarder l'activité et se dire si elle est civile ou si elle est commerciale. On ne pourrait pas dire, monsieur, si la prestation, si le côté intellectuel prédomine, ça Voilà, serait BNC, non? exactement. C'est le caractère civil qui compte. En fait, selon la jurisprudence et selon la doctrine, c'est le critère est le suivant, si je me souviens bien, c'est l'activité dans laquelle euh, l'activité dans laquelle il y a une prédominance de l'activité intellectuelle. C'est-à-dire qu'en gros, si, comme un expert comptable, bah, l'essentiel du travail va être un travail de réflexion intellectuelle. Et dans ce cas, ça sera une prestation de nature civile. D'accord. D'accord?
Et si ce n'est pas le cas, ça veut dire que la prestation, bah, elle sera de nature commerciale. Ok, Mais après, merci. des fois, il y a eu des cas de jurisprudence où ça a été un peu difficile pour les juges de caractériser, parce qu'il y a parfois des situations, si on est dans le cas d'un artisan, par exemple, bon, là, ce n'est pas difficile puisque le travail est manuel. Mais en réalité, il y a des travaux manuels aussi qui nécessitent aussi De la réflexion. un vrai savoir-faire, vous voyez. Oui, Je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste, mais par exemple, faire certains travaux manuels, par exemple, une personne qui va réparer des montres, bah, oui, c'est un travail manuel, c'est oui, considéré comme une activité prestation de service BIC, mais il faut un véritable savoir-faire intellectuel derrière, vous voyez. Donc, ce n'est pas ok. évident. Donc, en tout cas, les juges considèrent que, on va dire, une activité qui serait de nature intellectuelle, qui ne va pas en gros produire quelque chose manuellement, mais simplement produire, on va dire, un travail intellectuel du fruit de la réflexion, sans avoir à produire, on va dire, un objet, relèvera Oui. d'une activité civile. D'accord. Mais si ça va impliquer à la fois une activité intellectuelle, technique, mais aussi manuelle, alors dans ce cas, on sera en BIC. D'accord, merci. Ensuite, question 8, les locations habituelles en meublé à usage d'habitation relèvent des BIC professionnels. Je dirais c'est vrai si les deux conditions sont respectées. D'accord. Quelles sont ces deux conditions? Il y a le seuil de 23 000 euros, Oui. les recettes annuelles, et les, Le revenu fiscal du foyer. Hmm. Revenu fiscal du foyer, bah, c'est pas précis ça. Euh, le revenu fiscal, les, le revenu fiscal du foyer. Les autres revenus d'activité. Voilà, c'est-à-dire que les loyers qui sont perçus dépassent les autres revenus d'activité du foyer fiscal. Ok. Alors, on regarde la réponse. Voilà, ça dépend, comme vous avez dit. Pour être qualifié de location en meublé professionnel, ce dernier doit remplir deux conditions. Donc, les recettes annuelles doivent être supérieures à 23 000 et les recettes annuelles doivent être supérieures aux autres revenus d'activité, donc les revenus professionnels du foyer fiscal, c'est-à-dire les revenus qui sont issus de la catégorie traitement et salaire, revenus des gérants, les BIC sauf location meublée, parce que la location meublée n'est pas professionnelle, elle est passive, les BNC et les BA. Donc là, monsieur, on aurait pu mettre vrai parce que ou faux car et justifier. Voilà. C'est bien. Voilà. Ou alors vous dites vrai ou faux, mais en tout cas vous justifiez. C'est pour ça que j'ai mis ça dépend. D'accord. Ça dépend si la condition est remplie ou pas. Ensuite, Monsieur, j'ai une question. oui, Pour les BIC pro et BIC non pro qu'on avait vus, c'était que ça concernait que la location meublée euh, non, en fait, ou les deux, meublé et non meublé. non, en fait, la location meublée relève des BIC, d'accord, de manière classique. Et ensuite, dans cette location meublée, il faudra distinguer si on est en location meublée pro ou location meublée non pro. Si les deux conditions-là sont remplies, alors on est en location meublée pro. D'accord. Si une des deux conditions n'est pas remplie, on est en location meublée non professionnelle. Ok, ok, ça marche. Voilà. C'est-à-dire que votre méthode d'analyse, il ne faut pas la prendre à partir de la location meublée, il faut la prendre du début. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire les choses de haut vers le bas pour ne pas se tromper. Quand vous avez un bien, on vous dit location habituelle, en meublé. Première chose que vous devez vous dire, ce n'est pas de dire si c'est en LMP ou LMNP, parce que souvent, pourquoi je vous dis ça? À chaque fois, par exemple, où j'ai donné des cas pratiques à des étudiants, où je leur ai dit, voilà, je leur pose une question à peu près dans le même genre-là, je leur demande de me qualifier le revenu catégoriel et ensuite de calculer le revenu net, ils vont faire tout le raisonnement en me disant c'est du LMNP ou c'est du LMP, sans jamais me dire à aucun moment dans quelle catégorie de revenus ça relève. Vous voyez? Et ça, bah, du coup, je me pose la question. Parce qu'en faisant ça, bah, vous ne me dites pas si c'est en BIC ou si c'est en revenu foncier. D'accord? Donc, toujours commencer par le revenu catégoriel, ça va être vraiment la base. Et après, dans le revenu catégoriel, bah, vous dites si c'est location meublée. Et si c'est location meublée, vous dites OK. Et dans location meublée, ensuite, est-ce que c'est du LMP ou du LMNP? D'accord? Si c'est du LMP, vous dites OK, c'est du LMP. Et dans ce cas, si jamais, il y a un déficit, voilà quelle sera la conséquence.
Et si c'est du LMNP, s'il y a un déficit, voilà quelle sera la conséquence. Donc, toujours partie du général vers le particulier. OK. Ensuite, 9e question, M. Courtis exploite un commerce de vente et de réparation de matériel informatique. De manière accessoire, il assure des prestations d'audit informatique. Les revenus de cette activité doivent être déclarés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Oui, car comme on a vu tout à l'heure, prestations intellectuelles. Moi, je dis c'est faux. Alors oui, Euh, expliquez. En fait, l'activité accessoire, c'est un prolongement de l'activité principale. Du coup, on peut pas isoler les deux activités. Elle sera imposée dans la catégorie B, C. Alors, on va regarder. Donc non, vous avez raison, hein. L'activité ici, en application du BIC par attraction, l'article 155 prévoit que lorsqu'une entreprise industrielle indépendante, enfin, en tout cas un exploitant BIC, étend son activité à des opérations qui relèvent des BA ou des BNC, les revenus accessoires sont alors qualifiés et imposés par extension dans la catégorie des BIC. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, le BIC par attraction. Donc, les conditions sont les suivantes. L'activité BA ou l'activité BNC doit être l'accessoire à l'activité BIC. D'accord? Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est que l'activité BIC doit rester prépondérante en faisant une comparaison des chiffres d'affaires. Donc ici, il faut qu'il y ait un lien étroit entre les deux activités, un lien de connexité entre ces deux activités. Et donc, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas imposer les deux activités séparément. Il faut les imposer ensemble dans la catégorie des BIC. Donc, prenez le temps. Vous voyez, là, je vous ai posé cette question. Certains m'ont répondu en 2 secondes. Donc, ça, c'est un piège. Hein. D'accord? Toujours bien prendre la question, la relire et décortiquer vraiment les éléments clés. Parce qu'en fait, toute la réponse, c'est dans les faits. Donc, prenez vraiment le temps, ne vous précipitez pas. Et ça, c'est vraiment un conseil pour l'examen. D'accord? Ne lisez jamais, jamais un énoncé une seule fois. La première lecture que vous allez faire, vous allez peut-être retenir, vous allez assimiler en réalité 30%, 40% de ce qu'il faut. Et c'est dans la deuxième lecture, voire la troisième lecture, que vous allez voir les détails. D'accord? Donc, n'allez pas trop vite. Prenez vraiment le temps et essayez de décortiquer et de prendre chaque phrase et de vous dire qu'est-ce qu'on veut me dire dans cette phrase. D'accord? L'exploitation de commerce. Réparation, donc c'est une prestation de service qui est de nature intellectuelle, puisqu'on est sur l'informatique. D'accord? Donc, on serait normalement sur du BNC. Mais est-ce que on voit bien qu'on a d'une part l'informatique en vente et l'autre part l'informatique en audit, d'accord? Prestation d'audit. Donc, audit, c'est intellectuel. Et donc, vous voyez que, en plus, vous avez un élément, un critère qu'on vous donne en plus, c'est le terme accessoire. Donc, ça peut vous lancer sur la piste du caractère accessoire et donc du BIC par attraction. D'accord? Et très souvent, sauf à avoir quelqu'un qui a envie de faire un sujet hyper dur, mais sinon, en général, on vous donne quand même des indices dans l'énoncé pour vous mettre sur la bonne piste. Donc, essayez de bien lire, de bien décortiquer. D'accord? Parce que les réponses, elles sont là, en fait. Il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Et dès lors que vous commencez à émettre des hypothèses ou à vouloir aller chercher ailleurs, c'est arrêtez-vous tout de suite parce que vous êtes dans leur sujet. D'accord? Ça, c'est vraiment une règle d'or dans un dossier, dans un cas pratique. Ne jamais sortir du contexte, du cadre qui vous est donné dans le cas. Parce qu'en réalité, tous les éléments dont vous avez besoin pour traiter le cas sont déjà dans l'énoncé. Donc, ça veut dire que si vous allez chercher autre chose, si vous allez chercher autre chose en droit, ok. Mais si vous allez chercher autre chose en termes factuels, une autre hypothèse, c'est que ce n'est pas bon. Okay. 10e question. Madame Valentin réside à Lille. Elle exploite 2 entreprises commerciales, l'une à Lille et l'autre à Bruges. D'accord. Les revenus perçus en France et à Bruges sont imposables dans la catégorie des BIC en France. Donc Bruges, vous savez où c'est? À l'étranger. Oui. À l'étranger, en Belgique. Mm. D'accord? Donc on vous dit du coup que les revenus perçus en France et les revenus perçus en Belgique sont imposables dans la catégorie des BIC en France. Là, pour le coup, je Non, sais. pas les deux, pour moi. Alors attendez, vous avez votre camarade qui est en train de commencer à parler.
Ben là, pour le coup, pour moi, on veut mettre vrai parce qu'on a vu que on est imposable sur la totalité de nos revenus dès lors que notre foyer fiscal est situé en France. D'accord? Alors, quelqu'un a une autre réponse? Non, Moi, je dis, allez-y. je disais ça dépend des conventions fiscales. Exactement. Alors là encore, attention, vous sortez du cadre. Hum, Vous répondez parce que la convention fiscale entre la France et la Belgique, vous ne la connaissez pas, on ne vous la donne pas. Donc, comment vous allez raisonner si vous n'avez pas la convention? Vous devez raisonner par rapport aux critères qu'on vous a donnés en cours en France, en droit français. Là, je pense, Moi, je dis plutôt que les revenus perçus en France seront imposés en France et chaque revenu doit être, enfin, dans ce cas-là, imposé dans l'État où l'entreprise est exploitée. Non, parce on a vu que ça, on se situe vraiment du côté de là où l'exploitant réside. S'il résidait hors France, il aurait été imposé que sur ses revenus français. Mais là, on dit bien que Madame Valentin réside à Lille. Enfin, je sais pas. D'accord. il y a aussi, moi je pense, excusez-moi, Oui, allez-y. il y a aussi le fait de dire que elle exploite deux entreprises commerciales. Alors, on se pose la question, type, quelle est la nature de l'activité? Et c'est pour ça, par rapport, Alors, la nature de l'activité, elle est claire, c'est commercial, donc c'est BIC. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Le d'accord. problème, c'est, Et euh, oui, comme elle réside en France, alors voilà, d'après l'article 4, ça sera en France. d'accord. Donc là, vous partez du principe que elle réside en France, donc sa résidence fiscale en tant que particulier est en France. Mais nous ici, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que c'est Madame Valentin en tant que particulier ou est-ce que c'est Madame Valentin en tant qu'entrepreneur, en tant que détentrice, exploitante d'activités commerciales? En fait, est-ce qu'on impose le particulier, Madame Valentin, ou est-ce qu'on impose l'entrepreneur, Madame Valentin? Est-ce qu'on est, L'entrepreneur qui réside. Entrepreneur. voilà. Donc, quelles sont les règles du coup qu'on est. Alors après, les règles elles sont assez proches. Mais du coup, C'est le lieu de vie habituel alors est-ce que c'est tout? On va regarder. et le centre des intérêts économiques aussi. Alors, bon, il y a un bruit de retour, il y a des micros qui sont ouverts. Donc, si vous prenez la parole, vous l'activez. Ensuite, est-ce que vous pouvez le désactiver, s'il vous plaît? Alors, bon, ici, on a notre situation. Madame Valentin a son domicile fiscal en France. Donc, ça, c'est établi, il n'y a pas de problème. Elle réside en France, elle exploite un commerce en France. D'accord? Donc, on va venir sur le principe selon lequel l'ensemble de ces revenus, des BIC, de sources françaises ou étrangères, sont imposés en France. C'est ce qu'on appelle le principe de mondialité. Je vous l'ai expliqué dans le live numéro 1. D'accord? Je vous ai dit, quand on est résident en France, qu'on a rempli le critère soit du foyer, soit du lieu de puis, ou alors, enfin, si le critère du foyer n'est pas rempli, le lieu du séjour principal, si lui n'est pas rempli, l'activité principale, si ce n'est pas rempli, le centre des intérêts économiques. Si ensuite on détermine que le foyer est en France, alors la personne a en France sa résidence fiscale. Et donc, cette personne est imposée sur l'ensemble de ses revenus de sources françaises, mais aussi de sources étrangères. Donc ça, c'est la règle, on va dire, théorique du principe de mondialité. Dans la pratique, c'est plus complexe. Et donc, dans la pratique, maintenant, il faut regarder, tenir compte des conventions fiscales. Donc, votre camarade tout à l'heure a dit, il faut regarder la convention fiscale. Mais du coup, elle peut pas on ne connaît pas le contenu de la convention fiscale. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le principe de mondialité va s'opposer au principe de territorialité. C'est-à-dire que la personne qui est résidente en France va déclarer ses revenus mondiaux, français et étrangers, d'accord? Et la Convention va lui permettre d'obtenir l'évitement de la double imposition. C'est-à-dire qu'en fait, les revenus issus de l'entreprise de Bruges vont être imposés en Belgique, à Bruges, d'accord? Et Madame Valentin en France va bénéficier d'une exonération via imputation ou via crédit d'impôt, donc par l'exonération ou par l'imputation, de l'impôt payé à l'étranger pour éviter une double taxation. D'accord? Mais elle doit quand même
dans sa déclaration française, déclarer ses revenus français et ses revenus belges. D'accord? Et ensuite, en Belgique, elle va déclarer ses revenus uniquement belges, payer l'impôt en Belgique sur l'entreprise de Bruges, d'accord, en Belgique. Et comme elle a déjà payé dessus en Belgique, en France, il ne faut pas qu'elle soit imposée dessus encore une deuxième fois. Mais par contre, il faudra qu'elle le déclare. Donc, une fois qu'elle le déclare, la convention va maintenant s'appliquer. Et généralement, on va lui octroyer en France le crédit d'impôt correspondant à l'impôt qu'elle a payé en Belgique. Si elle avait payé 2 000 euros d'impôt en Belgique, d'accord, sur l'activité belge, alors en France, elle va être imposée sur son activité française et son activité belge, mais en contrepartie, elle va pouvoir récupérer ces 2 000 euros de crédit d'impôt et le déduire de son impôt français, afin de ne pas être taxé deux fois. D'accord? Maintenant, il peut y avoir une petite différence en termes de montant parce que l'imposition en France est plus élevée que l'imposition en Belgique. Ce qui fait qu'au final, elle sera quand même un tout petit peu plus imposée sur le reliquat, c'est-à-dire la différence entre l'impôt français et l'impôt belge. Cette petite différence-là, ben, elle va quand même le payer en France. D'accord? Mais elle ne payera pas l'impôt belge puisqu'elle l'a déjà payé. OK? Donc voilà, là, sur cette question, je vous demandais en fait de faire application à la fois du principe de mondialité, d'accord, mais de l'appliquer à une activité qui serait une activité du coup commerciale d'un exploitant. Donc la règle est la même en réalité que pour les particuliers qui sont par exemple salariés en France ou à l'étranger. Ok. Donc on a fait le tour des éléments vraiment importants s'agissant des prélèvements sociaux, s'agissant des BIC, s'agissant de certaines règles spécifiques à connaître, s'agissant des BIC. Donc, si le format des questions-réponses vous plaît, je pourrais essayer de le reproduire sur les lives suivants. Ça permettra en même temps de discuter et de réviser. Et puis vous, ensuite, vous pouvez reprendre les formats si jamais vous trouvez cela intéressant. OK?